Je m'appelle Marie-Claude Boiteux. Je suis la maman d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. En France, même si ça part d'une bonne intention, on est trop à aller chercher la petite bête et à vouloir des quantités de détails, de trucs, de machins qui, au final, freinent les choses. Et ça part d'une bonne intention, ça part de vouloir s'assurer que la personne est consentante ici et là, machin. Mais il y a des fois, ça alourdit tellement le système que ça devient négatif. C'est un effet pervers, en fait. Et le meilleur exemple que j'aurais, parce que, alors, c'est l'administration, mais c'est aussi des individus qui gèrent l'administration. Donc, bien entendu, on va parler de la MDPH, hein, qui, à la base, a été mise en place avec le plan maladie rare, le tout premier plan maladie rare. C'était très bien de créer une structure qui prenne en charge, qui réunisse à la fois l'aide à l'enfance en difficulté et l'aide à l'adulte. L'idée est super. Le défaut de la cuirasse, c'est que il n'y a pas d'unité, de coordination des actions de la MDPH sur l'ensemble du territoire. C'est départementalisé et du coup, d'un département à l'autre, tu as des différences épouvantables. C'est un sujet sur lequel je travaille pas mal en ce moment. Il y a les différentes structures où je m'implique, notamment au niveau de la Fédération française de la peau, dont je fais partie du conseil d'administration. Et donc ça, c'est un de nos chevaux de bataille en ce moment, c'est d'essayer d'harmoniser et de simplifier en fait ce qui se passe au niveau des MDPH. Il est clair, humainement parlant, qu'on ne peut pas demander à un médecin de la MDPH de connaître les 7000 maladies rares, 7 à 8000 maladies rares qui sont aujourd'hui répertoriées, tout en sachant que tous les mois, il y en a des nouvelles qui sont identifiées parce qu'on met ensemble différents symptômes. On ne peut pas leur demander ça. C'est humain. Mais on est en droit de leur demander, quand ils ne connaissent pas une maladie, d'aller se renseigner auprès des gens qui sont un peu experts de la chose. Tu vois ? Alors, il y a différentes structures. Il y a Orphanet, il y a les centres de référence, donc il y a de la ressource, mais bon, ça leur demande d'aller à la pêche aux infos. L'idée sur laquelle on travaille en ce moment, c'est pourquoi n'y aurait-il pas, avec les outils qu'on a aujourd'hui, la dématérialisation qu'on peut avoir aujourd'hui, pourquoi n'y aurait-il pas une plateforme de documentation qui serait accessible par toute une plateforme nationale, accessible par toutes les MDPH, où quand ils ne connaissent pas une maladie, ils tapent le nom. Ils n'ont pas besoin d'un labius scientifique, mais pour chaque pathologie, d'avoir les caractéristiques principales, les besoins principaux. Ce serait en 2-2, ils auraient les infos. C'est ça. Et on n'aurait pas ce qu'on a vécu avec la Miss. On a changé complètement de région. Comme je disais tout à l'heure, on habitait au bord de la mer. Et maintenant, on est à la montagne. Donc, on a vraiment traversé la France.
Son premier dossier avait été fait, elle a eu l'AEH, donc elle avait cette reconnaissance, une reconnaissance de handicap à 80%, etc. Quand on est venu ici, c'était à peu près au moment du renouvellement de son dossier. Dans l'année qui a suivi, il a fallu renouveler son dossier. Donc, on a fait le dossier à la MDPH du département ici. Et puis, forcément, elle n'était pas connue, donc on a été convoqué par le médecin. Donc, on avait tous les examens, tout ce que... voilà. Elle a examiné ma fille. Et à la fin de l'examen, elle a dit « Bon, je ne peux pas revenir sur ce qui a été fait, mais si c'était que moi, vous n'aurez rien. » Donc, tout ce qui est, je le disais tout à l'heure, l'impact psychologique, la qualité de vie, etc., néant, on n'en tient pas compte. Et d'abord, c'est une maladie que je ne connais pas, donc allez vous faire voir. Un médecin de la MDPH ne va pas du tout avoir le même regard pour un enfant qui est en fauteuil roulant que pour un enfant qui a une dyslexie. J'ai rien contre les enfants qui sont en fauteuil, la question n'est pas là, mais de la même manière qu'ils ont du mal à prendre en compte un handicap invisible, comme je disais au tout début, la peau, bon, ce n'est que du visible, voilà, on ne prend pas en compte l'impact. Donc, c'est des gens qu'on ne prend pas en considération et pour lesquels on n'évalue pas d'emblée, on n'évalue pas leurs difficultés, on n'évalue pas l'impact sur leur qualité de vie, voilà. Donc, merde, quoi. Il ne va pas y avoir une discrimination liée au handicap. Il n'y a pas de degré de gravité dans le handicap, il y a un handicap, point. Et il y a un enfant qui avait dit ça à Cécile, il était lui-même en fauteuil, et il avait dit à Cécile, toi c'est plus grave parce que ça se voit. Alors, lui, le fauteuil faisait partie de son corps et il considérait que ça ne se voyait pas, mais il considérait que pour Cécile, c'était plus grave parce qu'elle, ça se voyait. Voilà, un enfant directement concerné par le handicap. Donc, excusez-moi, mesdames et messieurs les adultes, mais prenez quelques leçons de la part des enfants des fois. Hein. Soyez un peu ouverts, tolérants. Arrêtez en fait de penser que tout le monde triche, tout le monde...